Bon, vous savez quoi? Je me suis chié, donc en fait, ça enregistre à partir de maintenant, quoi. C'est Ah pas ouais, grave. elle va être bien l'intro. Elle va être bien l'intro. Ah Ça là sera là. dedans. Bah, évidemment, j'ai fait exprès. Aussi, je préviens que moi, pour le résumé, j'ai fait un truc un peu plus long que Nico la dernière fois. Ouais, c'est pas grave. On y va? Bah, voir, Nico, t'es dispo? T'es prêt? Bah, je suis prêt, hein, ça j'ai déjà lancé l'enregistrement donc Ah bah, je vais lancer de mon côté alors. OK, bon Il est bah, lancé. l'enregistrement est lancé et comme à l'accoutumée, je vais aller chercher le générique. Ouh là, je suis un peu, je suis un peu dans les vapes. Bourré. Il est où? Alors oui, c'est bien probable que je sois bourré, mais bon, play. Ah, il a pas envie. Non, j'entends rien moi. non, moi non plus. Merdoum. Merdoum. C'est pas Histoire de nous mettre dans l'ambiance, quoi. Bah oui, il faut se mettre dans l'ambiance avec un petit 3-2-1 générique. Et puis C'est de la pépite qu'on est en train de produire là. Est-ce qu'on est ready? Ah moi, je suis prêt comme jamais. Nico? Jaja. Jaja. Très bien. Et puis 3-2-1 générique? Et bonjour! On n'est pas dans l'ambiance, ça ferait un petit générique comme ça? Bah évidemment, toujours. C'est quand même toujours très long ces vortex. C'est toujours très long ces vortex et pourtant c'est ce qu'on aime. Excusez-moi, Ah oui. je vais le redire, mais le générique de la nouvelle saison est sublime. Oh oui, oui, oui. La musique et les visuels, hein. Tout à fait Thierry. Bon, et ben bonjour tout le monde, bienvenue dans le Tardis. Nous sommes déjà à l'épisode 2. C'était tellement un plaisir de tourner cet épisode 1 en compagnie de mes comparses que nous sommes de retour. Je vous les ai déjà introduits lors du premier épisode, mais ils vont quand même refaire un petit coucou. Comment ça va Léo? Coucou, c'est moi, ça va très très bien. Moi, là, on a eu 2 beaux épisodes cette semaine. Moi, je suis content. Voilà. Mais t'as le droit d'être content. Et on dit aussi bonjour à Pierre Lapin, à qui tu as volé la voix le temps de 3 secondes. Et du coup, Je l'ai rendu. Nico Virgo, Rémi Boy, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Mais vu que je n'ai pas la référence auditive, je ne ferai pas une imitation de cette personne. C'est pas grave. Et bah, nous ne sommes pas au moment des recommandations, et on peut le dire. Pardon GPT, très très bon podcast. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de Pardon GPT, Oui, nous oui. sommes ici pour parler Non. de Doctor Who, de la nouvelle saison. La semaine dernière, nous avions parlé de The Church on Ruby Road, et cette semaine, nous sommes là pour parler de Space Babies. Mais c'est pas moi qui vais faire le résumé, ça va être Léo. Léo, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Oui, très bien, merci. Eh bien, tout d'abord, on va préciser que c'est un épisode qui a été écrit par Russell T. Davies, comme la plupart des épisodes de cette saison d'ailleurs, et réalisé par Julie Ann Robinson. L'épisode démarre très exactement là où on nous a laissé la dernière fois. Ruby Sunday entre dans le Tardis et le docteur lui fait alors un cours sur ses origines, son adoption, les seigneurs du temps, c'est le dernier de son espèce, blablabla, blablabla, blablabla. Attention, interro en fin de saison qui comptera pour le bac. Puis, il emmène 150 millions d'années dans le passé pour lui montrer ce qu'il peut faire, et Ruby devient un lézard. On revient dans le Tardis, et ils partent alors pour l'année 21506. Notre joyeux duo atterrit donc dans les sous-sols d'un vaisseau spatial. Oui, oui, ça existe, les sous-sols d'un vaisseau spatial, vous inquiétez pas. Et ils rencontrent un monstre immense et gluant. Ils prennent la fuite par mini-ascenseur. Ruby et le docteur arrivent ensuite dans une salle avec des bébés en gestation un peu partout. Ils sont dans une ferme à bébés. Puis le docteur refait le coup du téléphone portable qui marche depuis l'espace, comme avec Rose il y a 20 ans. Après tout, ça s'est bien fini avec Rose, pourquoi pas retenter le coup?
Et c'est le moment où il commence à se demander où est le crew du vaisseau qu'apparaît Eric, qui fait partie justement du crew. Alors Eric, pour vous expliquer, pour vous décrire en gros qui est Eric, je peux vous dire ça, c'est le physique d'un nourrisson, la voix d'un enfant de 5 ans et le vocabulaire d'un adulte. D'ailleurs, tout le crew, c'est des bébés qui parlent, et ils ont remplacé les adultes dans le vaisseau quand ces derniers sont partis. Et ils sont menés par la plus choupie de tous, c'est le capitaine Poppy. Et en plus, également, ils ont Nani, qui est là pour les moucher ou changer leur couche, par exemple. Nani, c'est une voix et des bras robotiques dissimulés partout dans la cabine du vaisseau. Le docteur montre alors le monstre qu'ils ont vu aux gamins. Ils hurlent et commencent déjà à économiser pour payer les 10 ans de thérapie qu'ils vont devoir suivre. Ce monstre, il l'appelle le croque-morve. Le docteur détecte un problème de pression dans les sous-sols, là où est le croque-morve, et un problème de pression qui peut tout faire péter d'ailleurs. Et Nani lui demande d'aller au portail 357. En s'y rendant, il a un gros flashback sur les événements du jour de la naissance de Ruby, et il neige dans le vaisseau. Ce qui veut dire qu'un souvenir est en train de voyager dans l'espace-temps, et le docteur n'a jamais vu ça. Dans la salle 357, il y a Jocelyne, l'ex-comptable du vaisseau, qui est en réalité la vraie Nani. C'est elle qui est la voix du robot qui manie les bras robotiques. Elle explique que le gouvernement a fermé la station en maintenant en fonction la ferme à bébés, ce qui les empêche de grandir. Ne demandez pas pourquoi. Joss et les enfants ne peuvent pas rester dans le vaisseau indéfiniment car les ressources d'air et de nourriture sont limitées. Le docteur décide donc de prendre tout ce beau monde à bord du TARDIS et de les déposer sur la planète la plus proche. Problème, là où il y a le TARDIS, il y a aussi le croque-morve. Pendant ce temps, le petit Eric, lui, s'est vu pousser des couilles. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié d'activer le Nani filter. Je recommence. Il s'est vu pousser du courage et est parti bouffer du croque-morve seul tout. Ruby et le docteur partent à sa rescousse. Ils le sauvent, se font prendre en chasse par le croque-morve. Et ils sont alors sauvés par Poppy, qui manie super bien le lance-flamme quand même pour une meuf qui a pas encore de dents de sagesse. Le docteur et Ruby découvrent que c'est la ferme à bébés qui est à l'origine du croque-morve, car les bébés ont besoin de peur et que le monstre est fait à partir de la morve, justement. Le croque-morve revient malgré ses brûlures au 3e degré et reprend le docteur et Ruby en chasse. Joss le piège dans une salle et essaye de le balancer dans le vide intersidéral. Mais le docteur, car il est gentil et que le croque-morve il est tout seul comme lui, il décide de le sauver. Il parvient à le faire, le docteur revient dans la salle principale, il explique qu'en fait, que le croque-morve, il mérite pas de mourir en fait. Et du coup, le docteur explique qu'il va utiliser tout le caca des bébés pour libérer la pression dans les sous-sols et fait redémarrer le vaisseau dans un paix intersidéral vers une planète d'accueil pour les bébés et Jocelyne. Le docteur donne une clé du TARDIS à Ruby, il y retourne dedans. Il lui explique bien que jamais, au grand jamais, il ne pourra la ramener au jour où elle a été recueillie sur Ruby Road. Ce qui devrait donc arriver très logiquement d'ici la fin de la saison. Ruby part faire un câlin à sa mère et avant de quitter le vaisseau, le docteur lance un scan sur elle et il commence à neiger dans le TARDIS. Trop beau. Comme cette scène. Merci. Oui. Merci beaucoup Léo pour ton résumé. Mais de rien. Bien complet, après un générique qui nous a remis dans l'ambiance, un résumé qui nous remet dans l'ambiance de l'épisode. Exactement. Je vois que Léo, t'as usé de ta plume comme avait pu le faire Nico la dernière fois, mais tu as peut-être fait moins de blagues, t'as fait des petites piques, mais j'ai l'impression que t'as un peu moins apprécié cet épisode que le précédent. C'est-à-dire qu'en vrai, la première fois j'étais un peu déçu. La première fois que j'ai vu, j'étais un peu déçu. Parce que je trouvais que je trouvais que l'intrigue était quand même extrêmement simple et directe, que les choses mettaient peu de temps à se mettre en place. Mais j'ai passé un meilleur moment en le revoyant justement pour le podcast. Je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé. Il y avait la dynamique avec le docteur et Ruby qui me paraissait plus enlevé, plus énergique. Voilà, je trouvais que la revoyure, il prenait un peu du goût comme un bon vin. Ah bah tant mieux, parce que c'était
l'appréciation inverse que tu avais donnée à The Church on Ruby Road. À force de le regarder, tu l'aimais de moins en moins, mais celui-là, tu le préfères, du coup, au final. C'est ça. C'est assez intéressant. Et toi, mon cher Nico, est-ce que t'as passé un bon moment en voyant cet épisode? Bah, j'avoue que moi j'ai été quand même un peu déçu de l'épisode. Bah, alors déjà, je suis pas un gros fan de bébé, donc déjà c'était pas évident. Et après, non, mais Léo a raison, je trouvais le scénario un peu simpliste. Et dans l'ambiance, pour un épisode qui est censé quand même ouvrir la saison, je trouvais que c'était assez faible. Et c'est vrai que retomber dans les travers de... Là, vraiment, on se croirait vraiment à la saison 1 de Russell T. Davies, genre avec nos camarades Peter de Downing Street, dont le nom m'échappe soudainement alors que je l'ai vu il y a 30 secondes. C'était les Slizines. Voilà, merci, les Slizines. Et de toute manière, ça me rappelle un peu aussi l'épisode avec le monstre en crotte au coin des yeux, là. C'était Sleep No More, je crois. Voilà. Oui, donc, oui. Moi, j'ai beaucoup pensé à ces deux épisodes en le revoyant aussi. Voilà, donc moyennement emballé sur cet épisode, même si je reconnais la dynamique est assez excellente entre le docteur et Ruby. Mais ouais, non, les bébés qui parlent avec la bouche modifiée comme une IA, il y a 15 ans sur les pubs Evian, déjà c'était un peu gênant, mais alors là, même avec du budget, c'est pas évident. Mais voilà. Toi, peut-être, Roby, t'as eu une meilleure appréciation que la nôtre? Comme vous, ça m'a beaucoup fait penser, du coup, comme je l'avais dit à la fin du dernier épisode de ce podcast, que cet épisode me faisait beaucoup penser à La fin du monde, donc le deuxième épisode de la saison 1 de 2005, avec Rose et le 9e Docteur. La référence est évidente. La référence est complètement évidente. C'est pas directement la fin du monde, c'est pas la Terre qui explose, c'est ces bébés qui sont sur le point de mourir, parce qu'ils sont en danger. C'était bien exécuté dans l'ensemble. Je trouve que c'est un épisode qui fonctionne. C'est vrai que j'ai passé un bon moment à le regarder, mais j'ai pas envie de le revoir en vrai. Un peu comme ce que j'avais dit avec The Church on Ruby Road, j'ai envie de vite passer à la suite. Ce qui ne me présage rien de bon, parce que c'est un peu ce que je pensais avec le début de la saison 11. Donc pour l'instant, je suis assez réticente du coup sur ce qui se passe. Au moins, il n'y a aucun souci dans la réal et dans l'écriture, parce que ça fonctionne. Ce que je trouve seulement, c'est que c'est un petit peu feignant. Et même en le disant, j'ose pas trop le dire, tu vois. Tu parles de cet épisode en particulier ? Ouais, tout à fait, parce que j'ai pas encore vu la suite, tu vois. C'est vrai que là, moi du coup, je comprends le côté où... Moi aussi, j'avais pas envie de le revoir cet épisode, honnêtement. Mais je me suis, là, le revoyant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis en train de redire deux fois la même chose, je me suis fait avoir par cet épisode et par son histoire, qui certes est simple, mais c'est une histoire assez classique de Doctor Who, en fait. Ouais, et dans tout, c'est vrai qu'en fait, dans cet épisode, il y a une grosse vibe Russell T. Davies, toute première saison, avec les monstres qui pètent, la scène, c'est ce que je disais dans le résumé, où le docteur donne un téléphone qui donne un téléphone à son compagnon, alors que le compagnon, lui, est en train de regarder la Terre à travers une baie vitrée dans l'espace. C'est exactement la même scène que Rose, en fait. Hein. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Je suis un peu médisante, c'est vrai, parce que certes, je trouve que c'est un peu feignant, mais en fait, c'est bien exécuté. C'est tellement bien exécuté qu'en fait, je commence à être attaché à Ruby Sunday. Ce docteur est juste trop mignon, les deux s'occupent très très bien des bébés, le docteur a envie de sauver le monstre, la scène d'action du coup au moment où il essaye de le sauver est encore une fois hyper bien exécutée. Ouais, j'ai passé un bon moment en le voyant, mais ça fait partie des épisodes que je ne pense pas revoir plus tard. En fait, je pense que si, je les reverrai parce que si j'ai envie de me refaire cette saison en entier, mais comme je dis, j'ai envie de nuancer mon propos. Parce que c'est classique, comme tu disais, mais ça fonctionne. Ruby et le docteur sont juste trop mignons en s'occupant des enfants. La découverte des enfants est trop mignonne. La nanny et l'explication de pourquoi elle a pas envie d'aller voir les enfants et qu'elle préfère rester une voix off comme une IA, c'est complètement compréhensible parce que comme elle sait très bien, elle qui est plus adulte et plus mature que les bébés, que vont sûrement mourir, elle a pas envie de s'attacher. J'ai eu envie de chialer quand elle a dit ça, quoi, tout simplement. Et aussi, il y a deux
moment dans cet épisode où il se met à neiger dans le vaisseau et après à neiger dans le TARDIS. Ouais. J'étais subjugué. C'est juste sublime. J'ai eu l'impression très, très beau. En fait, c'est pas un brisage de 4e mur, c'est un brisage de 3e mur, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est au sein de la série, on a mélangé deux moments. On casse les règles. On casse vraiment les règles. Et ça, comme tu l'avais dit, Nico, ça doit venir du fait que le 14e Docteur a sûrement fait venir des entités, comment on pourrait dire, féeriques ou surnaturelles. Mythologique. Cosmique, mythologique, tout à fait. Et ça doit peut-être venir de là. Parce que peut-être qu'il n'y a pas juste des entités cosmiques ou mythologiques comme l'a été le fabricant de jouets, il y a peut-être aussi des événements comme ça qui peuvent arriver. Alors, c'est vrai que c'est une explication, c'est une théorie qu'on est en train de donner. Peut-être que cette neige, elle n'est que... Comment je pourrais dire ça ? Dans la tête du docteur ? Ouais, elle est peut-être que dans la tête du docteur. Vous voyez, comme nous, quand on imagine quelque chose, on le voit, et du coup, c'est très très beau dans un film ou dans une série, du coup, dans quelque chose d'audiovisuel, de le montrer visuellement de ce que voit le personnage alors que les autres ne le voient pas, tu vois ? Ça peut pas être que dans la tête du docteur, parce que je crois que dans justement Space Babies, des bébés dans l'espace, Ruby réagit à la neige aussi. Eh ben, ce que je veux dire, c'est que Ruby réagit à la neige aussi, mais en fait, j'ai une double théorie là-dessus. Soit il y a vraiment eu de la neige dans le vaisseau, soit en fait les deux étaient en connexion pour avoir cette image de neige. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas possible qu'il y ait réellement eu de la neige dans le vaisseau, parce que du coup, on la voit pas s'accumuler par terre. Ouais. Dans tous les cas, c'est bizarre et on a hâte de voir la suite pour avoir plus d'explications, quoi. Ah, moi j'ai très très hâte là de la suite, en effet, oui. Mais pour revenir sur ces petits bébés et sur ce que disait Nico, en effet, moi j'étais très perturbé par cette bouche qu'ils ont. Et ils sont dans la Uncanny Valley, en fait. Dans ce moment, dans cet endroit où c'est très réaliste et très perturbant en même temps, en fait. C'est ça. On va expliquer ce qu'est la Uncanny Valley. Du coup, la Uncanny Valley, c'est lorsque vous avez une image en photoréalisme. Donc c'est de la 3D qui se veut réaliste. Mais en fait, elle se veut tellement réaliste qu'au final, elle ne l'est pas. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'était le premier film qui a créé cette Uncanny Valley. C'était le film, si je ne me trompe pas, Final Fantasy, sorti fin années 90 ou début années 2000. Le début années 2000, les créatures de l'esprit. C'est ça, les créatures de l'esprit, où en fait le film se voulait très réaliste alors que c'était de la 3D. Mais en fait, puisque les personnages ne bougeaient pas, les sourcils étaient assez froids physiquement, alors que dans leur voix, elles avaient beaucoup de couleurs, il y avait vraiment un décalage, c'est ça l'Uncanny Valley en anglais, un décalage entre ce que le film a envie de nous faire percevoir et ce qu'on ressent vraiment. Donc moi, j'étais un peu perturbé tout le temps par ces... même en le revisionnant, par ces bébés... Ouais. Et le problème vient aussi que du coup, le mouvement des lèvres a été animé par IA, si je dis pas de bêtises. Bah, je suis pas sûr que ce soit de l'IA, c'est peut-être de l'animation. Mais j'ai peur que ce soit de l'IA, moi. Et en fait, il y a aussi le truc, c'est que du coup, les bébés sont censés parler, et il y a quand même le moment où t'as les bébés qui parlent, et la bouche est pas synchrone, en fait. Et ça rend l'objet encore pire, et limite j'aurais préféré en fait, faites-moi des bébés télépathes. Je n'ai vu que cet épisode en VF, est-ce qu'en VO aussi on a l'impression de décalage ? Ouais, en VO aussi. Ah, oui. La VF par contre, ce que j'applaudis, c'est qu'ils ont vraiment fait doubler ça par des enfants. Ah ouais, alors qu'en VO c'était pas des enfants ? En VO aussi, c'est des enfants, c'est des voix d'enfants, mais c'est des enfants... Enfin, ça se voit, c'est des enfants plus vieux, forcément. Voilà, en VF, la version française a fait l'effort de trouver des vrais enfants. Ça n'a pas été évident, mais c'est vraiment des enfants de 5-6 ans, c'est ça ? Voilà, probablement, qui double donc les bébés. Mais rajoute à ça le fait qu'effectivement le mouvement des lèvres n'est pas du tout synchrone, ça rajoute encore du côté gênant de la situation. Moi, l'Uncanny Valley, je l'ai ressenti parce qu'en fait, il y a les bébés qui parlent avec leurs lèvres qui bougent, et pourtant leur corps n'a pas l'air de s'exprimer, c'est ça qui était fou. Ah mais surtout, c'est que, en effet, leur corps n'a pas l'air de s'exprimer, mais même des fois, j'avais l'impression que sur leur visage, il y avait le sentiment inverse de ce qu'il disait. Ouais, genre je veux pas être là, rendez-moi ma maman, alors que c'est Eric qui est en train de dire moi je vais lui botter les fesses à ce croque-mitaine. J'ai l'impression que Eric, il était tout le temps à deux doigts de chialer. Oui, alors qu'il se veut courageux. Oui. Il y a un petit côté pour moi, les têtes à claques tout québécois. Ouais, c'est les têtes à claques. Les têtes à claques de l'espace. Les mini. Ouais. Non, les têtes à claques, Ah oui, les têtes à claques. claques. T'as que le mouvement des bouches et des yeux, et puis t'as le reste qui suit pas, tu sais, c'est fixe, c'est figé.
Il y a des moments, il me rappelait un petit peu ça. Mais c'est pour ça. Et, du coup, comme je disais, moi j'ai du mal avec les bébés de manière générale. Alors c'est vrai que vous tapez un épisode où il y a que ça et c'est eux supposément les héros. Après, j'avoue, c'est un peu drôle de les voir activer la technologie avec des petits particules et tout. Ça me rappelle un peu vraiment tout ce qui était très anglais de l'époque, les Teletubbies, les Twinnies et tout. Ouais, ce genre bien fait. ce très programme, pour le coup, très programme jeunesse. Donc j'aimais bien cet aspect-là. C'est vrai que voir les bébés parler avec le mouvement des bouches, c'était pas possible. C'est pour ça que j'aurais préféré à la limite des bébés télépathes. Ouais. J'aurais compris. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai que les bébés télépathes auraient été mieux du coup visuellement. Mais là je pense que les producteurs se sont dit c'est bon, on a l'argent de Disney, on peut lâcher des trucs quoi. C'est ça. Alors qu'on n'arrête pas de dire que Disney donne pas de thunes. Ils ont des moyens, mais la créature, malheureusement, j'ai l'impression que elle, niveau budget, elle a pas suivi parce que il y a un autre truc que j'ai envie de reprocher à l'épisode, c'est vraiment tous les cuts de plans sur la créature. Dans la bande-annonce, il y avait vraiment une espèce d'ambiance genre Alien de Ridley Scott. Ouais. Et vraiment, quand on avait les courses-poursuites avec le monstre où il le fuyait, c'est juste des plans ultra cutés rapides du monstre et vraiment t'as pas le temps d'avoir peur quoi parce que on te vend du Ridley Scott, on te donne du Michael Bay, McDonald's. même pas. Alors Michael Bay il aurait fait beaucoup plus d'explosions. Alors là pour le coup il y a des vidéos qui sont sorties sur YouTube, des coulisses, et comme souvent dans Doctor Who, le croque-mort a été réalisé en vrai. C'est un vrai mec avec un costume de croque-mort. Oui, c'est pour ça que je trouvais qu'il était bien fait. Quand même. Il est bien fait, mais c'est dommage de ne pas l'avoir exploité à part en micro-plan coupure de je te fais limite des jumpscares. Quoi. Je pense que peut-être qu'il pouvait pas courir assez vite pour faire des trucs plus. Ouais, d'un côté je comprends, mais c'est dommage. C'est pas un Predator, hein, c'est un croque-mitaine. Et puis il est un peu ridicule ce croque-morph quand il apparaît dans la caméra de surveillance des sous-sols. Parce qu'il est vraiment très très près de la caméra et je suis. Oui. Je peux montrer que ma gueule avec mes dents. Ouh. Oui, parce que aujourd'hui on n'avait pas le budget pour avoir les jambes. C'est là en mode c'était très près là, tu as envahi mon espace vital, croque-mort. C'est ça, je vais couper la caméra. Ils auraient dû commencer par ça d'ailleurs, ça aurait évité au docteur de faire pleurer les bébés. C'est vrai. Ah oui, alors parce que là j'ai l'impression que ce docteur il devient un peu blagueur quand même. Ouais, c'est un bon vivant. C'est ça, il aime bien faire des blagues, il montre du coup le croque-mort aux enfants comme ça. Puis après, il se fout de la gueule de Ruby quand elle se prend de la morph sur la gueule. Paye ton trauma. Mais moi j'aime bien ce docteur qui est plus léger quand même. Bah c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent, hein. Le docteur a fait sa thérapie. Là il est vraiment, il a la joie de vivre d'une lèvre à l'autre. Et oui c'est ça. Il croque la vie à pleines dents. La preuve, lorsque au tout début de l'épisode avec Ruby vont voir les dinosaures et qu'elle se transforme en silurienne, c'est un peu ça hein. Oui. Alors justement dans les vidéos coulisses, les backers ont justement dit, alors en effet il nous faut quelque chose, ils voulaient faire en effet un look de lézard mais ils voulaient s'éloigner justement des siluriens en fait. C'est vrai qu'on voit que c'est un peu différent, pour moi c'est une silurienne métisse tu vois. Oui. Mais au moins lézard un peu sexy. Il voulait un lézard un peu sexy en fait. Ok, bah, le maquillage marchait très très bien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au moins le docteur, tu vois, il sait ce qu'il va faire. Il reste calme, il va pas paniquer. Il est posé, tu vois. Ouais, il posait avec les SRAB. C'est ça. D'ailleurs, ça vous a pas un peu gêné ce truc où le docteur redonne la vie à un être vivant, donc à un papillon, en l'occurrence en lui soufflant dessus? Ouais, c'est... Sur le coup, je me suis dit, bon, bah, il doit lui insuffler de l'énergie de régénération. Ouais. Parce que on le sait, normalement, le docteur, il peut utiliser un peu comme il veut l'énergie de régénération, hein, mais... Mais il l'avait déjà fait. Je crois qu'il avait soufflé sur la main de River Song, non, dans Les Anges près de Manhattan, c'était pas ça? Ouais, pour soigner son poignet. Ouais. Ah oui, mais là, du coup, sa régénération précédente, elle était très loin. Là, il est plus proche de... Normalement, là, dans cet épisode, il est régénéré depuis pas trop longtemps. Bah non, il est pas régénéré, il est bi-régénéré, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quoique, on sait pas combien de temps il se passe entre l'épisode où il se régénère, donc The Giggle, j'ai oublié le titre français. Le fabricant de jouets. Le fabricant de jouets, voilà.
voilà, on sait pas combien de temps il se passe entre le fabricant de jouets, l'épisode, et l'église sur Ruby Road. C'est ça. Parce que déjà qu'il a pu se passer un petit moment entre ces 2 épisodes, et puis en plus, lorsqu'il espionne Ruby, il enquête sur les gobelins, il a une machine à voyager dans le temps, hein. Il peut se passer... Ah, je crois que c'est assez rapide. Hein. Oui, mais il y a tellement de cuts Puisqu'il y a les dates. et il change de tenue. Certes, il y a les dates, mais entre-temps, il peut Ouais. se faire un petit week-end à Barcelone, tu vois. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Donc c'est pour ça que Russell T. Davies, il a pas dû trop se prendre la tête. C'est pour ça qu'il s'est dit, allez, c'est bon. J'avais fait l'erreur avec le 9e Docteur et le 10e Docteur de tout le temps tout filmer leur vie, ce qui fait que le 9e et le 10e Docteur, alors que ce sont des docteurs qu'on a beaucoup vus à l'écran, au final, dans leur vie, ils ont dû vivre, je sais pas, 3-4 ans sous cette forme-là. Là, il s'est dit, allez, je vais copier un peu ce qu'avait fait Steven Moffat en faisant des ellipses pour dire que mon docteur, il vit un peu plus longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sans doute. Sinon, moi, j'ai juste eu une facilité scénaristique pour résoudre ce problème de Ruby qui est un lézard. Ouais. Et puis voilà, quoi. Tout simplement. C'était aussi pour faire une vanne sur le côté, mais non, mais l'effet papillon, ça n'existe pas pour finalement... Avoir un vrai oui. papillon. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il existe une vidéo qui s'appelle Doctor Who Hates Butterflies, qui est très très drôle là-dessus, sur qui est un YouTube poop de Doctor Who, et c'est excessivement drôle. C'est donc une YouTube poupe. Très bien. Exactement. C'est une YouTube. Whoop. Eh oui, les filles. Bonjour, Jerry. Bientôt le podcast sur la nouvelle série Totally Spies. Hein. Oui, il y Restez a une nouvelle connectés. saison, il y a une nouvelle saison qui sort, bien sûr. Bah, Il est sorti les premiers épisodes et ils ont inversé tout le caractère des personnages, ça me fout. Et bah, Ah, pour le merde. prochain épisode, je regarderai un épisode, on en parlera, Nico. Voilà, Mais très il n'y a bien. pas un épisode des Totally Spies où elle voyage dans le temps ou un truc comme ça. Oh, c'est sûrement arrivé. Ça a dû arriver, hein. Si, il y a un épisode où elle voyage dans le temps dans les années 70, dans la jeunesse de Jerry quand il faisait du disco, il avait une coupe de cheveux. C'était pas grâce à Martin Mystère qu'elles avaient fait ça? Non, c'est vraiment un appareil, c'est un gars qui voulait se venger de Jerry, il le ramène dans les années 70, on était plus proche de Funky Cops que de Martin Mystère. Oh, Funky Cop, c'était trop bien ça. Je suis trop jeune, je n'ai pas la ref. Bah, c'est des flics dans les années 70. C'est littéralement Starsky et Hutch mais en animation. Et Exactement. beaucoup de boogie. Oh, ça me botte. Ouais, Boogie, genre des crottes de nez, c'est ça? Ah, La transition était toute faite. ah ouais. D'ailleurs, en parlant de Boogie, puisque ce monstre s'appelle donc en anglais le Boogeyman. The Boogeyman. Mais ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais le nom sur Disney+, en tout cas, dans la version française, le nom change selon que sur la version française en audio et sur les sous-titres en fait. C'est Non, vrai. la version française a mieux traduit le monstre que la version sous-titrée, parce que la version sous-titrée est toujours à la ramasse. Mais parce qu'ils appellent encore le fabricant de jouets le roi du jeu. Oui. Ah oui. C'est peut-être pour ça que Parce dans le que- résumé, tu disais le croque-morve. Voilà, parce que Exactement. le croque-mort, c'est dans la version sous-titrée. Oui. Exactement. Alors que le croque-mitaine, ça marche mieux parce que, bah, en France, on connaît un peu plus le croque-mitaine, quoi. Oui, mais du coup, tu perds complètement le jeu de mots avec Boogie qui veut dire crotte de nez quoi. C'est vrai, mais au moins, tu spoil pas, dans un sens. Et ouais. Le crotte-mitaine, ça aurait été très bien. Voilà. Ah oui. Bon, Mais allez. ça aurait déjà spoilé le concept en fait. Bon, Ah allez, oui. les amis, pour le prochain épisode, nous ferons une lettre ouverte à Russell T. Davies pour faire renommer le croque-mitaine en crotte-mitaine et demander à ce que si des bébés reviennent, ces bébés soient télépathes. Oui, exactement. On va déjà écrire à Disney Plus pour qu'il fasse une version Très correct. sous-titrée. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un running gag toute la saison sur la traduction en sous-titré de Disney Plus. Oui, quoique, on s'est souvent moqué aussi par le passé des titres français. Ouais. Là, des titres d'épisodes français, là, ils sont très littéraux. Hein. C'est The Church on Ruby Road, L'église sur Ruby Road. Ruby Road, Space Babies, des bébés dans l'espace. Bah, au moins, bah, c'est vrai que quand tu traduis un titre, il y a deux façons de traduire un titre. Soit tu te mouilles pas et tu traduis littéralement et ça marche, mais c'est un peu lazy, tu vois.
soit tu cherches un truc et des fois ça colle, mais faut pas se gourer quoi. Genre par exemple, Ça, parce que- moi le meilleur exemple que j'ai c'est The 11th Hour. Tu peux pas traduire ça en la 11e heure parce que La 11e heure, ça évoque rien au français en fait. voilà, en Angleterre ça évoque le fait d'arriver à la dernière minute, tu vois. Exactement. En français on aurait dire quoi? Le quart d'heure béarnais. Je suis désolé, ça aurait pas marché, tu vois. Le quart d'heure, insérez votre département, quoi. Oui, Le quart tout d'heure à fait. landais, le quart d'heure bernais. Le quart d'heure bigourdan, enfin. Surtout le sud-ouest, hein, évidemment. Ouais, c'est très Ah sud-ouest, ouais, le quart d'heure. Hein. Mais non, Ah c'est ouais. pour ça que ça a été traduit le prisonnier zéro. Et donc quelquefois, pourquoi pas, tu vois. The Oui, Giggle, effectivement, en français, je pense que... Le rire, bon, ça marche pas trop. Le rire ou le ricanement, ça aurait été pas... Non. Alors que le fabricant de jouets, oui. Oh, et c'est pour ça Ouais. qu'en français c'est une solution. C'est un peu comme The 11th Hour. On a choisi le nom de l'antagoniste et ça marche. Là on Exactement. aurait mis le croque-mitaine. Et en vrai Bah, ça déjà, aurait on se pu peut- marcher. Attends, mais on dirait toute une histoire de Doctor Who où les titres français spoilent l'épisode. Hein. Oui. On se souvient de Doomsday qui a été renommé Adieu Rose. Mais Bon, en allez. vrai, je défends cet épisode parce que Adieu Rose, mais seconde 1 de l'épisode, il y a la voix off de Rose qui dit je vais vous expliquer l'histoire de ma mort. Donc en vrai, C'est vrai. ça C'est va, vrai. on leur en veut pas. Ouais, mais derrière, ils Ouais, ont fait à la oublié croisée ça. ils ont fait à la croisée des chemins et c'était un super titre. Oui. Pompé sur les royaumes du Nord, mais Ah non, ça marche bien. c'était un très bon titre. Bon les amis, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce petit épisode dans lequel au final on a passé un bon moment, quoi. Même si on a des petites choses à redire. Je regarde vite fait mes notes. Parce que j'étais tellement occupé à prendre des notes pour les résumer en fait que j'ai pas forcément pris des notes sur le. Bah. Ah si. Vas-y. Si. Il y a une chose dont moi je voulais parler déjà dans l'épisode précédent et qu'on l'a pas fait. Mhm. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, on va rentrer dans les théories là sans doute, est-ce que vous avez entendu parler de Susan Twist? Suzanne. Alors, j'ai entendu parler de Susan Boyle, mais de Susan Twist, non. D'Oliver Twist, à la limite. Ah Ouais, ou de Suzanne dans le monde de Narnia. Parce que, du coup, c'est marrant que vous n'en ayez pas entendu parler parce que moi j'ai l'impression d'entendre parler que de ça. Mais parce que, du coup, remémorez-vous Why the Blue Yonder, Ouais. épisode des 60 ans, avec la scène d'intro avec Isaac Newton. Tout à fait. Manger des Isaac pommes. Oui. Voilà, exactement. Isaac Newton a une espèce de servante, Mrs. Mary Dew. Ok. Vous la voyez ce personnage ou pas? Oui. Je vois pas son visage exactement, mais je vois la scène. Bien sûr. Ok, très bien. Ensuite, on repasse quelques épisodes, on arrive à The Church on Ruby Road. Je pars plus précisément à la scène où Ruby fait un concert avec son groupe. Dans le bar. Oui, 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 Dans oui, le bar, oui. exactement. Et le groupe est interpellé par une femme dans le public qui lui demande de jouer une chanson qui s'appelle Gaudete. Ouais. Ça, vous le voyez ce moment-là? Bien sûr. Oui. Très bien. Donc là, ensuite, on passe maintenant à Space Babies. Il y a on voit un moment un écran où des adultes, où il y a des adultes qui expliquent qu'ils sont en train de partir de la station, justement. Ouais. Ouais. Il y a 3 personnages, un homme et 2 femmes. La première femme, elle est hispanique. Ouais, et la deuxième. Oui, la deuxième, c'est une personne âgée. J'imagine qu'elle... oui, c'est une personne un peu plus âgée, exactement. Ouais. Et bien donc, ces 3 personnages sont joués par la même actrice, D'accord. Oh. qui s'appelle Susan Twist. D'accord. Ah ouais. Vous aviez pas remarqué ça? Bah, j'avais remarqué le plan de l'insistance sur la vieille dame, mais à part qu'elle Ouais. était réapparue précédemment, pas forcément, non. Intéressant. Est-ce que ça serait pas le fil rouge de la série? Ben moi je me dis comme elle apparaît à différentes époques, c'est possible que ce soit The One Who Waits, celui ou celle qui attend. Amelia Pond. Saucisse. Bon. Alors non, celui qui attend c'est Rory. Oh, c'est le retour de Rory. En vrai, Ce serait incroyable. il est mort, les amis, il est mort. Trop de fois. Trop de fois. Il est mort
Alors du coup, ça... Et puis s'il revient, J'avais- c'est pas pour nous faire une John Scott paroman dans un épisode pourri, hein. Excusez-moi. Hein. Ah non. Non, alors figurez-vous que j'avais fait un quiz en Doctor Who une fois. J'avais produit et animé un quiz. Et justement, l'une des questions que j'avais posées, c'était dans toute la série, combien de fois est mort Rory à l'écran? Waouh. Attends. 6 ou 7. Je crois que c'est ça. J'ai plus la réponse en tête, mais je crois que c'est 6 ou 7. Yes, j'aurais gagné un miam. Ouais. Exactement. Le mime de match. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose. Voilà, Ouais. cette femme qui revient, cette Susan Twist, Donc c'est Qui affaire revient. à suivre sur les autres épisodes. Ça me fait un c'est peu une affaire à penser suivre sur les autres à... épisodes. C'était pas Gwen dans Torchwood? Gwen Cooper? Gwen Cooper qui était aussi apparue au temps de Charles Dickens? Oui. Mais ça c'est parce que c'est pas l'erreur de casting, mais le hasard du casting. Hasard de casting. Ah, c'était Ouais. un hasard de casting, d'accord. Ah oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Oui, Mais oui, pareil que Capaldi qui apparaît du coup dans Doctor Who puis en Torchwood et au final pour jouer le Docteur. Oui, mais on exactement. a eu une explication bancale pour le même visage. Oh, c'était tellement bancal ce truc. Oui, mais on l'a eu pour Cecilius, mais on l'a jamais eu pour le gars de Torchwood. Hein. C'est vrai qu'il était aussi dans Torchwood, Capaldi. Qu'est-ce qu'il fout là, Ah, ça, Cécile? c'est vrai. Non, je disais, Susan Twist, ça doit être le fil rouge de la série, quoi. Voilà. Oui, c'est l'équivalent du oui. Bad Wolf ou de la Mais fissure j'ai dans le l'impression mur. qu'il y a quand même plusieurs des fils rouges en fait dans cette saison. Mais c'est pour ça que peut-être que, à l'instar de Le Silence va venir, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est un fil rouge pour la saison juste après, sachant que les 4 saisons qui arrivent sont déjà écrites et déjà claires dans l'idée de... Enfin, ou pas forcément tout écrit, tous les épisodes, mais le fil rouge des 4 saisons est dans la tête de T. Davis, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. sûrement que si c'est pas The One Who Waits, elle va forcément servir à quelque chose, quoi. Ah, mais c'est sûr. Ça va encore élaborer des théories, genre c'est la mère du Docteur. Non, c'est la mère Ah. de Ruby. Oui, bah, Qui si sait c'est la mère de Ruby, je trouve que ce serait un peu simple. Bah, c'est surtout que vous l'aurez déjà vu, quoi. Bah... Ouais, à voir comment ça apparaît, quoi. On n'en sait rien. Et moi j'avais une dernière chose, c'est qu'au début, moi j'ai pas compris. La première fois que j'ai vu en fait l'épisode, c'est que je n'ai pas compris pourquoi le docteur décide en fait de sauver le croque-mort en fait. Ah, mais c'est sûrement... Bah, t'as dû le voir. Il fait pas. Alors, dans l'épisode, il dit qu'il fait partie des enfants et c'est pour ça qu'il peut Ouais. pas le. Bah, Ça c'est j'ai vrai, pas compris. mais parce qu'en fait, C'est- le croque-mort va été créé par la machine. Ouais, cette réplique-là, je l'avais du coup entendue forcément lors de mon premier visionnage et je pense que c'est ça qui m'a perdu, tu vois. Pourquoi il dit que c'est un enfant? Je me suis dit, est-ce que c'est un enfant qui s'est transformé en croque-mort, etc. Non, parce qu'en fait, il a Non. été créé par la machine à naissance, mais pas avec de l'ADN humain. Enfin, si, avec de l'ADN humain, mais pas avec de tout ce Pas- qu'il faut pas pour le bon. faire un bébé. Pas le bon ADN. Si, le bon ADN, mais sauf que ça vient de la morve. Donc forcément, Ouais, la oui, machine, c'est elle a ça. fait avec ce qu'elle avait. Mais Ouais, au oui. final, c'est un bébé. Ouais, mais du coup, enfin moi, vraiment, voilà, cette espèce de péripétie en plus, où que le docteur se rajoute, j'ai Mm. trouvé ça un peu gratos, tu vois. Tire-larme. Le truc un peu tire là, mais je pense que du coup, en effet, c'est une justification dans le sens où Russell T. Davies voulait montrer que le fait que ce soit le dernier de son espèce, c'est encore une blessure, tu vois. Ah bah encore plus maintenant, sachant qu'en J'ai fait, trouvé que c'était mal amené en fait. le docteur pensait être le dernier de son espèce des Seigneurs du Temps, sauf qu'il a appris Ouais. qu'en final, il était même pas un Seigneur du Temps. Et il ne sait même pas s'il y a d'autres personnes de son espèce au final. Non, c'est vrai. Mais en même temps, là, il est plus tellement. Ce côté. Je suis le seul de mon espèce, maintenant, ça se justifie pas tellement parce qu'on sait qu'il y a toujours le 14e docteur qui traîne dans le coin. Ouais, mais il est comme Jerry. Désolé les filles, je suis à la retraite. Ouais, c'est ça. Bah oui, puis surtout qu'il a pas envie d'interférer avec lui parce qu'il sait très bien qu'il doit faire sa thérapie. Hmm. Je pense que c'est ça l'explication. Ouais, mais du coup, je trouve que ça, c'est un peu bancal ce truc maintenant. Ça. Oui, parce qu'au final, Ah. depuis le temps, il est plus vraiment le dernier des Seigneurs du Temps, quoi. Enfin, Ah impossible. Bah comme il dit dans l'épisode, il a encore cité la Rani, hein. Oui, voilà. C'est vrai, d'ailleurs, il en cite beaucoup des maîtres des La Seigneurs du Temps, Rani, hein. le Conquistador. Le Shangri-Chi. Conquistador qu'on n'a jamais vu dans Doctor Who. On l'avait vu que dans... Si je ne me trompe pas, dans The Adventure of Sarah Jane Adventure.
Putain, je me suis gouré. The Sarah Jane Adventure, tout simplement. Et pas The Sarah Jane Adventure of the Adventure of Sarah Jane. Donc on l'avait vu à ce moment-là, le Conquistador. Il y avait aussi le boucanier. Non, c'était pas le boucanier, le corsaire. Le corsaire, oui, avec son tatouage. Qui reste toujours. Bon, au final, on sait que le corsaire est mort, mais on peut le voir avant sa mort. Je sais pas, moi je connais pas assez les classiques. C'est pas les classiques. Le corsaire. Le corsaire a été cité dans la saison 6, c'est ça, Nico? Oui, c'est vrai. C'est l'épisode avec la femme du docteur. La femme du docteur, c'est quand le avec les petites boîtes là. Exactement. Oui. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah écoutez, on a déjà dit pas mal de choses, n'est-ce pas? Ouais, après. Oui, non, c'est. Non, je dirais qu'on a dit pas mal de choses sur cet épisode en effet. Ouais, on a dit pas mal de choses. Bah pour conclure, on peut dire que on a passé un bon moment. Certes, c'est un épisode qui... Pas la première fois. Alors, pas la première fois. Pas la première fois non plus, hein. Sauf que c'est la seule fois que je l'ai vu. Donc... C'est sûr que moi, je vois le verre un peu plus à moitié plein. Oui. Parce que je l'ai vu une fois aussi, mais j'ai passé un moment ok. Surtout qu'en plus, c'était un bon moment en famille avec ma sœur, vous voyez. Ouais. Sachant que... du coup, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que, en fait, à la toute base... Est-ce que vous voulez faire Russell T Davies et Disney Plus et la BBC? C'était diffuser l'épisode de Noël de Church on Ruby Road et commencer la saison une semaine après en fait. Ok. Mais du coup, ça a été retardé parce qu'il y a eu du retard en fait sur les effets spéciaux. Ils ont dû donc décaler de plusieurs mois. Mais je trouve que cet épisode serait beaucoup mieux passé. Ouais, juste après. Si ça s'était passé selon les plans qui étaient prévus en fait. Bien sûr. Parce que du coup, on n'aurait pas eu toute une attente qui serait construite au fur et à mesure du temps pour au final un épisode qui est ok, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour ça que, du coup, comme tu dis, il y a eu un retard pour avoir des meilleurs effets spéciaux. Il y a notamment des épisodes qui vont redemander, peut-être celui juste après, du coup, The Devil's Cord, peut-être Boom, qui va être écrit par Steven Moffat. C'est un épisode qui va qui me hype pas mal. Au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti, j'ai assez hâte de le voir aussi. Pareil. Et du coup, je me dis, peut-être que du coup, ça nous a donné un petit moins sur Space Babies. Mais si c'est pour nous donner du plus sur d'autres bons épisodes à la suite, moi je dis, allez-y, faites-moi plaisir. Moi je dis Banco la caravane. Hein. Banco la caravane. Super Banco même. Le jeu des 1000 €. Le jeu des 1000 €, bien sûr. Dédicace à ma mamie. Dédicace à Nicolas Stoufflet. Bisous Nico. Ok. C'est l'animateur du jeu des 1000 €. Oui, qui est avec nous. Je suis pas assez vieux pour avoir la référence. Ça me rappelle une fois. Au chalet. Un peu. Non. Non. Horrible. J'étais genre au collège et je vois une affiche. Le jeu des 1000 € passe à Vergès. Vergès qui était en gros le bled juste à côté de là où j'habitais à l'époque. Et je fais à mon père, oh trop bien. Il y a une émission de France Inter qui va... T'avais quel âge? Qui va passer chez nous. Ben j'étais au collège. Waouh. Quand tu dis trop bien France Inter alors que t'es au collège, faut vraiment être passionné de culture générale. Faut être vraiment de gauche, hein. France Inter existait déjà quand t'étais au collège? Ou être vraiment de gauche. Bah oui, je suis pas si vieux. France Inter, non, c'est surtout quoi, faut 2008 Oh non. En vrai, j'en sais rien, je dis une bêtise. Moi je dis une bêtise, on vérifie pas nos sources. Bon, ça existait. Ah non, quoi. c'est au moins années 60, hein. Ah ouais, d'accord. Ah mais oui. Et du coup, j'étais trop content de voir un truc un peu médiatique qui se passe pas loin de chez moi. Et mon père il fait, oh c'est juste, ça doit être juste le jeu des 1000 €. Et j'étais là. Ok. Alors Et résultat, 20 ans après, t'es devant Laurence Boccolini. Oui, parce que, petite anecdote, en effet, pour les fans de Tout le monde veut prendre sa place, j'ai participé une fois à ce jeu-là. Ouais. J'étais allé jusqu'en finale et j'en suis très content. Oui, et pourtant Mike Tyson t'a mis un revers du gauche. C'était Mohamed Ali. C'était Mohamed Ali. Bon, c'était de la boxe. Bon, vous savez quoi? L'anecdote est nulle, mais vous savez quel âge réellement à France Inter? 60 ans. Eh ben, ça a le même âge que Doctor Who parce que c'est né en 63. Waouh, c'est Yes. beau. Tout est lié. Yes, j'ai gagné quoi?
Bah 1000 euros. Le droit de rejouer avec Philippe Bouvard, rien à voir. Oh merde, oh non, pas lui. Oh non, il est mort. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui, il est mort, Philippe Bouvard, remplacé par Laurent Ruquier. Bon, on a peut-être perdu au change, mais bon. Bon, nous tergiversons, les Bon. amis. Bah, c'était encore une Non, là, fois. Là, je pense qu'on commence à faire le tour du sujet. Bah oui, mais bon. Bon, comme- on va aller se moucher, jeter. Oui. Et c'est ça, et on va éviter de jeter les mouchoirs aux oubliettes. Cette fois-ci, on va pas faire les attentes du prochain épisode parce que on l'a déjà vu du coup. Oui, il vient de sortir. Enfin, exactement. Bah, Vas-y. du coup, fais la conclusion du coup. C'est ça, petite conclusion. Ouais, donc comme au premier épisode, puisqu'on a pinaillé sur des petits trucs, ça veut dire que dans l'ensemble, c'était pas si mauvais que ça. Ça passe. C'est pas le meilleur épisode. Non, c'est pas le meilleur sur épisode. 10 pour moi. Bah, vous savez quoi, Banco, dernier épisode du podcast, et ben on rangera les 9 épisodes de cette saison dans l'ordre de nos préférences. Une tier list. Une tier list. Ah, allez. Une tier list Banco. audio. Allez, Banco. Et celui-là, bah, malheureusement, Banco. pour l'instant, il est en dessous de Church on Ruby Road. C'est pas difficile en même. C'est pas difficile. Ouais. Enfin, ça reste un bon épisode quand même, mais il est en dessous. C'est ça. Un peu en dessous. Bah écoutez les amis, avant de se dire au revoir et d'annoncer l'épisode suivant, on va passer à la petite rubrique que j'aime bien, les petites recommandations culturelles. Est-ce que l'un de mes deux comparses veut commencer? Je vois que Léo, t'as l'air un petit peu chaud. Moi, je suis chaud. Nico, est-ce que t'as un truc ou Oh, vas-y, tant que t'es encore en ébullition, vas-y. C'est ça, il va exploser Allez. la cocotte minute là. Henri IV. Mets les pattes. Parce que moi, je vais vous partager quelque chose. L'une des choses qui me fait le plus rire depuis maintenant plusieurs années. J'adore rire. Exactement. Karine Le C'est Bracken. possible que je vous en ai déjà parlé à vous en privé d'ailleurs, mais c'est une émission anglaise qui s'appelle Taskmaster, Ah oui. qui est l'une des choses les plus drôles du monde. Je vous en parle du coup parce que c'est disponible en France gratuitement et complètement légalement sur YouTube. Il y a tous les épisodes sont mis sur YouTube 24 heures après leur diffusion au Royaume-Uni. Ok. Et le concept est très simple. C'est du coup toujours 5 comédiens qui sont mis en compétition dans des tâches complètement absurdes. Par exemple, manger autant de pastèques que possible en 1 minute. Soyez le plus rapide à faire un high five à une personne de 55 ans dans un centre commercial. C'est beaucoup trop précis. Ouais, c'est la chaîne YouTube de McFly et Carlito quoi. Non, c'est mieux que McFly et Carlito parce que c'est Pas difficile. C'est pas présenté par McFly et Carlito. il n'y a pas McFly et Carlito et Respect bien sûr. non, c'est un truc enfin c'est hyper authentique en fait la manière dont ils font les choses où c'est juste donc des humoristes qui sont confrontés à des situations absurdes et qui du coup des fois font complètement n'importe quoi. Mhm. Par exemple, si première saison, les défis c'est lancer un sachet de thé dans une tasse du plus loin possible. C'est complètement con. C'est En très, très réussissant à con. mettre le sachet dans la tasse. Oui, c'est ça le but. Et du coup, celui qui arrive à le faire de la plus longue distance gagne le défi. Eh bien, il y a un des participants, Ramesh Ranganathan, qui a mis 45 minutes, je pense, à réaliser que c'était mieux de mouiller les sachets. Oui, parce Pour qu'ils le faire. ils sont plus lourds du coup. Oui, exactement. Mais c'est logique hein. Mais alors, c'est logique pour tout le monde. Et alors, lui, on le voit galérer pendant vraiment une demi-heure avec 30 tasses, je pense. Et il balance des centaines de sachets de thé. Cet épisode est sponsorisé par Earl Grey. Ouais. Et voilà, c'est la chose la plus absurde du monde, la plus drôle. Et en plus, toutes les tâches sont jugées par Greg Davies, qui est un humoriste anglais aussi très sévère, qui a un passé de professeur. Ah, ça se Et sent. ça se sent un peu qu'il y a ce truc-là. Et c'est extrêmement drôle, donc vous pouvez aller regarder ça. C'est gratuit sur la chaîne YouTube de Taskmaster. Oui, ce n'est pas le Taskmaster du MCU, hein,
bien évidemment. Ah non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et il y a de la quantité parce que là, on est à la 17e saison actuellement. Voilà, ça rattrape Doctor Who, hein. Dépêchez-vous. Ah oui, oui, oui. Du coup, Léo, tu vas nous parler du MCU. Non, mais moi je peux. Ah, Ce qui est une transition presque toute trouvée pour moi, même si on n'est pas à proprement parler dans le MCU. Ma recommandation, c'est la série d'animation X-Men 97 oh. sur Disney+, qui a terminé sa saison cette semaine. J'ai vu passer ça. Et elle est vraiment excellente, moi qui a beaucoup d'affection pour le groupe que sont les X-Men, donc débutant avec des particularités que fait que personne ne les accepte. Hein. Je rappelle que les X-Men à la base sont basés sur la ségrégation, voilà. Donc la série X-Men 97 est la suite de la série d'animation des années 90 qui était passée à l'époque sur pour les vieilles personnes comme moi sur TF1. Entre 92 et du coup 97. Dans T'es fou ou dans TF Pouette? Je pense qu'à l'époque c'était TF Pouette, hein. Ouais, on devrait être par là. Et encore, je dis sur TF1, mais c'est parce que moi, dans mes souvenirs, c'était TF1. Je suis même plus sûr que c'était sur TF1 à l'époque, même si je pense que oui. D'accord. Donc voilà, c'est la suite de la série. Ils ont refait de l'animation en 2D. Et en fait, voilà, les épisodes sont vraiment extrêmement prenants. On remet vraiment les X-Men au cœur des histoires en réadaptant de nouveaux arcs narratifs. Et on n'a pas forcément que Wolverine comme dans les films, on met vraiment d'autres X-Men en avant. Et la série est vraiment surprenante. On s'attache aux personnages et on va d'épisode en épisode, on va de révélation en retournement de situation. Et c'est vraiment excellent. Voilà, je ne peux que conseiller cette série pour les amateurs de super-héros, mais aussi des X-Men. Voilà, c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est moins bien que les films au cinéma. En l'occurrence, c'est même mieux. Ouais. Le MCU va avoir beaucoup de mal à adapter les X-Men au cinéma après ça, car la comparaison va être très douloureuse. Voilà. Mais du coup, il y a qu'une saison, c'est ça? Pour l'instant, il y a une saison de... alors, je vais pas dire de bêtises pour le nombre d'épisodes, sachant que c'est des épisodes... en l'occurrence, à part pour le dernier, il y a... c'est des épisodes de 25 minutes, sauf le dernier qui en fait 45. Il y a 10 épisodes. Ah ouais. Il y a une saison 2 qui a déjà été écrite et commandée. À voir après comment ça continue, mais vu le succès critique de la première saison, la deuxième ne va pas y avoir de soucis. Et apparemment, Marvel voudrait continuer la série ad vitam aeternam. Je sais pas si la qualité sera la même parce que le créateur de la série, c'est Beau Desmaillots. Et malheureusement, à une semaine du premier épisode de la série, Marvel l'a viré. On ne sait pas pourquoi. D'accord. On ne saura probablement jamais pourquoi. Pas très agréable. Voilà, mais il faut savoir que Beau Desmaillots, du coup, a continué sur ses réseaux sociaux à parler de la série et aussi à parler de ses inspirations et à donner des devoirs au public en mode lisez ses comics et regardez ces épisodes du passé pour mieux comprendre ce que vous allez voir la semaine prochaine. Voilà. Donc, en tout cas, les 2 premières saisons sont écrites. Il n'y a pas encore de date pour la prochaine saison, donc je peux que vous conseiller X-Men 97 qui a 10 épisodes de 1 demi-heure et c'est vachement bien. Voilà. Et ben comme l'aurait dit notre Jean-Pierre Pernaut national, et ben on leur souhaite bien du courage. C'est passionnant. Voilà. Et toi ? Merci beaucoup les amis pour vos recommandations. Moi je vais partir sur quelque chose de plus musical cette fois-ci. Partir un jour son retour. Désolé. Effacer notre amour. C'est la semaine prochaine. Et ben en parlant d'amour, moi regretter. je vais vous parler de l'amour wesh. Je vais vous parler de Ismaël Métis, qui est un artiste qui se définit comme un poète hip-hop, qui est une très belle rencontre, qui est un artiste qui a ses locaux au même endroit d'où je travaille, à Lille. Donc Ismaël Métis, poète hip-hop parce que il est parti du rap, mais qui repart un petit peu vers le rock, mais il y a énormément d'influence slam. C'est très difficile de le catégoriser parce que c'est un artiste plutôt multiple, très très beau, c'est une très belle personne qui a de très beaux textes, très engagé. J'ai notamment pu le voir en concert hier soir à Lille, au Tire-Laine, et du coup je ne peux que vous conseiller d'aller l'écouter. Artiste engagé, qui fait tantôt pleurer et qui donne envie de se battre.
c'est très difficile du coup de décrire un artiste musical sans vous le faire écouter, donc je vais vous dire d'aller écouter Ismaël Métis sur YouTube, T'as un morceau particulier à nous conseiller ou... Oui, moi du coup, c'est pour ça que je voulais parler de son dernier EP qui s'appelle L'amour wesh, qui est un EP parce que c'est une prélude à son prochain album qui devrait arriver cet été ou en début septembre, mais il a voulu sortir à l'avance quelques petits morceaux parce que là il est en pleine tournée, il va la terminer, donc du coup je vois les dates actuellement, c'est vrai que je vais le revoir la semaine prochaine à l'Aéronef de Lille où il sera en featuring avec, il va faire la première partie d'MC Solar notamment. GG. La semaine d'après, il sera au Toc ici, qui est une petite salle de Lille, le 31 mai. Vous pourrez aussi le retrouver à Wagny, dans la campagne du Pas-de-Calais, au CMCF. Et surtout, c'est pour ça que c'est une grosse date, à Paris, le 15 juin, au Colis Suspect. Et je vous conseille d'y aller et de l'écouter, du coup, sur tous ses réseaux, Ismaël Métis, parce que c'est un artiste qui m'a énormément touché, notamment sa chanson Théou, dans L'amour wesh. Pas là. Non, c'est pas là. Merde. Et qui est une chanson en fait qu'il a voulu un peu, j'ai envie de dire neutre dans son explication, pour que chaque personne en fasse sa propre définition. Et moi du coup elle m'a beaucoup touché parce que j'ai revu du coup dans ses textes une partie de mon enfance qui n'était peut-être pas forcément ce qu'il avait envie d'écrire, mais c'est ce qui a fait écho en moi, et comme c'est un artiste qui me touche beaucoup, je vous conseille d'aller l'écouter. Voilà. Donc on fera ça. Ismaël Métis, Métis comme le mot métis, M-E-T-I-S. Voilà. De toute façon, tous les liens, que ce soit pour Taskmaster, pour X-Men 97 ou Ismaël Métis, seront dans la description. Tout à fait, donc je le répète, que vous nous écoutiez sur Deezer, Spotify, Google Podcast ou que sais-je, n'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou sur YouTube où vous pourrez voir donc du coup une version vidéo avec des petits visuels sympathiques, des jolis génériques et une petite description où vous aurez toutes les petites infos de ce dont quoi on parle. Et bien sûr, les descriptions, il y en a également sur Spotify avec des liens cliquables et tout ça. Ok. Mais du coup, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'il y a la section commentaires. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, nous donner vos recommandations, qu'on discute, qu'on débatte, que vous nous disiez ce qui marche pas dans notre podcast, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'améliorer et qu'on aura encore plus envie de continuer. Oui. Donc, merci. Bien, faisons comme ça. Très bien. D'accord, faisons comme ça. Merci beaucoup les amis, j'ai encore passé un très bon moment en votre compagnie à parler de Doctor Who. Tout pareil. On se retrouve dans le prochain épisode où on parlera de The Devil's Chords. Et l'accord du diable. L'accord du diable. Et vous l'avez remarqué cette fois-ci, Léo a tenu jusqu'au bout. On peut l'applaudir. Bravo Léo. Wouh. Il n'y a pas eu de blue screen. On touche du bois, on se dépêche mon ordinateur. Finir. Merci l'ordi de Léo. Et on vous fait des bécos. Béco. Ciao. Gilbert Béco. Mon Dieu. Oh non, allez, je me casse.